Audio Jungle. Le chapelet d'hommage à Diego Armando Maradona de San Paolo à Stamford Bridge, en passant par le Nou Camp. Une minute de silence observé sur toutes les pelouses des clubs dans le vieux continent. Et nous parlons de tous les résultats au niveau des majeurs qui sont passés à la loupe dans votre mag. Ils sont encore 10 à espérer décrocher leur sésame pour le top 16 en C1, la cinquième et avant-dernière journée des matchs de la C1 propose du suspense cette semaine. Cérémonies et best FIFA le 17 décembre prochain. Seul George Weah en 95 a soulevé ce trophée. Que faut-il pour les joueurs africains afin d'inscrire leur nom au palmarès de cette récompense? C'est le sujet dans le débat. Vous nous rejoignez dans la libre antenne en composant les numéros que vous connaissez désormais par cœur: 92 03 60 31 97 24 26 26. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre fidèle attention. Bonjour Franck Nounyama, merci et bienvenue. Bonjour Angelo Foulico, bonjour Fifi, bonjour Henri, c'est un plaisir d'être là chaque fois. Merci pour la présence. Bonjour Henri Akodo. Bonjour Angelo, bonjour à nos chers amis. En pleine forme? Oui, je suis en forme. Merci également à Fifi Assobawi d'être parmi nous. Bonjour Fifi. Bonjour Angelo, bonjour le plateau, je salue les auditrices et les auditeurs. Comment vous allez? Ça va. Merci. Sans oublier Sa Majesté Pélagie Mekoum et Elom Dovon qui sont de l'autre côté de la technique. Aux commandes, je suis Angelo Folique, PF 646 pour toute la quintessence du foot européen. Bienvenue à bord. Alors, avant d'aborder justement la première ligue anglaise, on va parler rapidement un tour de table, 1 minute chacun pour parler de Diego Armando Maradona. Oui, les hommages, on les a tous vus, constatés durant toute la semaine. Fifi Assobawi, quand on vous pose la question, qu'est-ce que vous retenez de l'homme? Moi, en tout cas, c'est compliqué pour moi parce que je ne l'ai pas vu jouer. Parce que, il faut être honnête, je n'ai pas vu Maradona jouer, mais quand même, avec le temps... quand on parle du joueur et quand vous voyez un peu les vidéos des compétitions passées, les compétitions qu'il a eu à disputer, on se rend compte que c'était un artiste. C'était un vrai numéro 10 qui a beaucoup apporté au football moderne et qui marquait beaucoup de buts, qui était l'un des grands joueurs que le monde ait connu. Et donc, c'est la raison pour laquelle les hommages se multiplient un peu partout dans le monde pour rendre un vibrant hommage, pour célébrer ce grand joueur. Et je pense que dans ce sens, on ne peut que célébrer ce joueur-là, on ne peut que lui rendre un hommage mérité pour toute sa carrière, pour tout ce qu'il a apporté au football, pour tout ce qu'il a apporté également à l'Argentine. C'est avec lui que l'Argentine a quand même gagné la Coupe du Monde, je crois, en 86. Et voilà, on a eu l'occasion de voir également le but par la main de Dieu et tout cela. Donc moi je me dis, c'est un grand monsieur qui s'en est allé. C'est vrai, quand on meurt, on ne parle que du bon côté. Il y a eu quand même aussi quelques déboires de sa part, mais c'est tout ce qui fait l'homme, le joueur, et en tout cas paix à son âme. Henri Akodo. Maradona, sa carrière se résume à la belle et à la bête. La belle sur le terrain, parce qu'il a révolutionné tout simplement le football moderne de par ses gestes techniques ahurissants. Maradona rime avec des dribbles chaloupés, des accélérations foudroyantes. Nous savons qu'il avait un sens de gravité très bas, ce qui lui permettait de pouvoir véritablement mettre en difficulté ses vis-à-vis. Maradona, c'était l'artiste tout simplement, comme le disait tantôt Fifi. C'était l'homme de la Coupe du Monde 86, remportée avec l'Argentine. Il faut également rappeler qu'au-delà de ces statistiques exceptionnelles avec le Napoli, 115 buts en 298 matchs, 34 réalisations avec la sélection argentine en 91 matchs, Maradona doit également son franc succès à cet entraîneur-là, Luis César Menotti, qu'il avait lancé en 79. Il avait remporté avec l'Argentine la Coupe du Monde junior au niveau du Japon. Et derrière, sa carrière fut lancée. Il faut également préciser qu'il est la bête parce qu'en dehors du terrain, c'était des frasques. On se rappelle de ces conflits avec la justice, de ces procès avec le fisc italien. On se rappelle de son hygiène de vie assez bizarre. Maradona également, c'était l'homme des actions politiques.
On savait qu'il avait une relation particulière avec la dictature du général Videla en Argentine entre 76 et 83. Maradona également, c'était ce socialiste-là, latino-américain, qui prenait des décisions, qui prenait des positions tranchées par rapport aux politiques américaines, notamment le George Bush, l'ancien président américain. Franck Lugnement, votre avis rapidement? Non, c'est une légende qui s'en est allée aujourd'hui. Si le monde entier pleure, cette icône, cet artiste, on va dire cette rockstar du football, c'est juste pour son aura, pour ce qu'il a été sur le terrain et en dehors. Maradona, c'est, on va dire, ce joueur-là qui peut changer à lui tout seul un match de football. Il est technique, une dimension technique hors du commun, j'allais dire. Donc voilà, il n'y a qu'à regarder cette vidéo où il frappait dans le tennis très loin dans le ciel, ça revient, il continue. Il faut avoir une dimension technique hors du commun pour réaliser de tels gestes. Donc Maradona, c'est tout simplement celui-là qui, à un moment donné, a révolutionné le football par ses dribbles, par son savoir-faire. Je ne connais pas d'enfant dans ce monde qui, à un moment donné de sa vie, n'ait pas dit moi, je veux être comme Maradona. Au-delà de ça, c'est quelqu'un qui a pris des positions, c'est quelqu'un qui est engagé. Il a ses fréquentations avec les Chavez, Evo Morales, Fidel Castro. Donc, il a pris position en quelque sorte contre les Occidentaux. C'est un peu l'autre Che Guevara, en fait. Il aime la justice, il veut être avec les démunis pour les pousser à aller de l'avant. Donc, Maradona, c'est tout simplement, comme on le dit, un dieu du football. Et en dehors, il a été quelqu'un qui a marqué, on va dire, son passage. El Pibe de Oro, le gamin en or qui est sorti d'un bidonville très pauvre, d'un des bidonvilles très pauvres de l'Argentine et qui a fini au sommet justement de la réussite, même si oui, on va toujours lui en vouloir pour son hygiène de vie moins quand même fréquentable. Voilà qui est dit. Il a quand même réussi à permettre au Napoli de soulever quand même 2 fois de suite 2 Scudetti du côté de la Serie A italienne et gagner également la Coupe de l'UEFA. En tout cas, l'artiste s'en est allé. Et désormais, nous ouvrons les majeurs. English Premier League News. Nous parlons de la 10e journée de la Première Ligue anglaise, Franck Lugnement, avec ce match au sommet très attendu entre Chelsea et Tottenham, de retrouvailles entre Frank Lampard et José Mourinho. Mais à la fin, la poire divisée en 2, score logique où il y avait de la place pour l'une ou l'autre équipe. Lorsqu'on voit un peu les prestations des 2 clubs ces dernières semaines, on se dit forcément qu'il devait avoir un très bon match. Mais à l'arrivée, il n'y a pas eu de vainqueur parce que je crois que tactiquement, les 2 clubs étaient en place. Ça fait quand même la 5e confrontation entre le maître et l'élève. Oui. Et Mourinho n'a jamais réussi à battre son élève. Donc, je pense que tout simplement, c'est un peu logique parce que lorsqu'on voit un peu Chelsea ces derniers temps, c'est un club qui va bien, qui marque des buts. Tottenham également a prouvé qu'il était candidat pour le titre en fin de saison en battant la dernière fois Manchester City. C'est un score de 2-0. Oui. Donc, à l'arrivée, les 2 clubs n'ont pas réussi à trouver la faille. Ce n'est pas les actions, les occasions qui ont manqué. Mais il a manqué peut-être ce réalisme, cette efficacité. À l'arrivée, les points sont partagés. Moi, je trouve que c'est bien. C'est logique par rapport aux derniers résultats de ces 2 clubs. Alors Fifi, qu'est-ce qui se passe avec Arsenal qui n'arrive toujours pas à décoller dans cette Première Ligue anglaise? Battu la dernière fois par Wolverhampton, 2-1. On le sait depuis quelques saisons déjà que Arsenal a du mal à jouer maintenant les premiers rôles. On pensait déjà après le départ de Arsène Wenger redynamiser l'équipe, mais ça a du mal véritablement du mal à prendre pour le moment, malgré les recrutements qui ont été faits. Aubameyang, Lacazette, Pépé qui est tout dernièrement parti également, qui est arrivé. On se disait que cette saison, ce serait peut-être le renouveau d'Arsenal. Est-ce que c'est parce que pour le moment, tout ce monde-là ne se retrouve pas encore sinon, avec l'équipe qu'Arsenal a aujourd'hui, c'est une équipe taillée quand même pour jouer peut-être les premiers rôles, pas forcément gagner la première ligue, mais se retrouver peut-être à la 3e, à la 4e place, aller chercher une place en Ligue des Champions. Oui. Mais pour le moment, j'ai l'impression qu'on a du mal
à retrouver Les joueurs l'équipe. sont-ils moyens selon vous? Non, quand Ou on c'est cite, l'entraîneur le problème? quand on cite les noms, ce ne sont quand même pas des joueurs moyens. Quand on parle de Lacazette, quand on parle de Aubameyang, Pépé, on sait ce qu'il a fait. C'est vrai que depuis qu'il est là à Arsenal, il a du mal à pouvoir percer. a du mal à pouvoir percer. Partey, on l'a vu à l'Atlético. l'Atlético Madrid. Ce sont quand même de bons joueurs, de bons joueurs. Mais maintenant, est-ce que c'est sur le plan tactique que ça ne marche pas? C'est la solution à trouver à ce niveau-là, peut-être pour permettre à cette équipe d'aller de l'avant. On va parler de Manchester United renversant face à Southampton grâce à un Edinson Cavani qui s'offre un doublé dans cette partie. Effectivement, il a été l'homme à tout faire dans cette rencontre avec cette entrée fulgurante, fracassante, j'allais dire qu'il a eu à faire en deuxième mi-temps. On a vu tout de suite, il a apporté de l'envie, de l'engagement, de l'intensité. Manchester United était mal parti dans cette rencontre avec 2 buts encaissés en deuxième période. Et son entrée a véritablement permis à cette formation de pouvoir damer le pion à son adversaire du jour. Je pense qu'il a véritablement aujourd'hui lancé son intégration avec Manchester United, surtout avec sa complicité, avec Bruno Fernandes également qui a marqué dans cette rencontre 2 buts et une passe d'essai pour Edinson Cavani, qui prouve là qu'il est véritablement aujourd'hui l'homme à suivre au niveau de Manchester United. Il est tout de suite en train de prouver qu'il est l'homme providentiel des Reds, des Red Devils. Il a bénéficié de 45 minutes et il a été très prolifique dans le jeu, alors qu'avant son entrée... Face à quelle équipe? Southampton, c'est le 5e. Hein. C'est le 5e. Southampton, on l'a vu dans cette rencontre qu'ils ont également mis de l'intensité. Et en premier mi-temps, Manchester United n'avait pas hésité dans cette rencontre. Et son entrée avait a tout changé, a tranché avec cette manque d'inspiration technique de la part de ces Red Devils là en premier mi-temps. Donc c'est dire qu'aujourd'hui, Edinson Cavani a décidément lancé sa carrière. Ce sont les Parisiens sûrement qui sont en train de trembler avant justement cette confrontation Ligue des Champions. On va en parler tout à l'heure. City qui s'est baladé 5-0 face à Burnley, victoire 2-0 de Newcastle face à Crystal Palace et puis le nul d'un partout entre Liverpool et Brighton. Et au classement on retrouve Tottenham 21 points également pour Liverpool. Chelsea est 3e avec 19 unités, 18 pour Leicester 4e et Southampton est 5e avec 17 points. Manchester United est 8e avec 16 points, 15 pour Man City, 10e. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Calvert-Lewin, 10 réalisations, Hugminson, 9, et puis 8 pour un certain Jamie Vardy. Et direction le pays où, quand on marque, on enlève le maillot. Salta el Madrid, salta el Barça, arranca el clásico. Está el tiempo de la Liga. Sí, suena la que recibe de Casemiro, haga la primera, gol. Nous parlons de ce match entre le Barça et Osasuna Pampelune. Franck Lugnement, à l'arrivée 4-0 avec un but de Lionel Messi qui derrière célèbre, justement rend hommage à Diego Maradona. Oui, il le fallait. C'est un Argentin, il a été son sélectionneur, il a été, on va dire, quelqu'un qui était toujours derrière lui. On l'a toujours comparé avec Maradona, tout ça. Donc c'était normal de pouvoir rendre hommage à cet illustre disparu. Maintenant, derrière, il a été sanctionné parce qu'on estime que c'était pas avec le maillot du Barça, avec l'ancien maillot de Maradona, sur lequel on a mis Yamaha. Donc ça fait un peu de... Vous avez vu la qualité du maillot? C'est un vieux maillot. C'est un vieux maillot. Dans le temps, ça fait quelque chose pratiquement de 35 ans. Donc vous voyez que... Et figurez-vous que derrière, le Barça doit payer 3 000 € d'amende. Voilà, donc... Parce que ça ne respecte pas le règlement de la Fédération espagnole de football. Voilà, donc ce n'est rien pour le Football Club Barcelone. Donc sur ce match, il fallait une réaction du Football Club Barcelone qui était un peu en dedans, avec Griezmann critiqué, Messi lui-même n'étant pas très en forme ces derniers temps. Donc sur ce match, les deux ont marqué 2 super buts, avec ce but magnifique de Griezmann et derrière de Messi aussi. Voilà. Donc c'est un match dominé, il n'y avait pas un adversaire, on va dire, de référence en face, Osasuna. C'est rapidement plié. C'était une victoire logique. Si le Barça ne gagnait pas ce match, la crise serait quand même là. Va pointer son bout de nez. Voilà. On va parler du Real. Est-elle en crise justement en perdant face à Alaves à la maison? 2 buts à 1, Fifi. Ça fait quand même, point de vue de championnat, beaucoup de défaites. Okay. Et puis face à des
petits clubs de seconde zone. De seconde zone. Je ne veux pas dire des petits clubs, mais c'est Cadix est passé par là. Voilà, Okay. un novice. Donc, ça fait quand même problème. On sait même qu'en Ligue des Champions, ce n'est pas aussi la grande. C'est vrai que sur le match aller-retour face à l'Inter, ils ont pris quand même 6 points, mais on savait qu'avant cette rencontre-là, le Real était véritablement en difficulté dans la Ligue des Champions. Oui. Et maintenant, même en Liga, c'est totalement compliqué face à des clubs, comme on venait de le dire, de seconde zone. Donc, forcément, il y a la crise à la porte. Je ne sais pas encore si la crise est déjà là, mais je peux dire que la crise est pratiquement à leur porte et il va falloir rapidement trouver des solutions. Et Giso, sûrement, qui est en train de perdre encore des cheveux. Il faut reconnaître aussi qu'ils n'ont pas su faire des recrutements en début. Ils n'en ont pas fait. Ils n'en ont quasiment pas fait. Ils comptaient encore. Cet effectif-là peut le faire, selon vous. Et Hazard qui se blesse de nouveau. Aïe. Voilà. C'est quand même pas bien, là. L'effectif est en train de montrer toute sa limite. Hein. Voilà, en ce début de saison, c'est qui a quand même un problème. Et puis Thibaut Courtois est aussi qui s'amuse souvent à faire du n'importe quoi. On va parler de l'Atlético Madrid, solide, deuxième justement de la Real Sociedad. Cette équipe, vous la voyez rester longtemps dans le top 3 dans cette Liga? Oui, c'est une formation de l'Atlético Madrid aujourd'hui qui brille par sa solidité défensive. Je pense que habituellement, c'est une équipe qui est très reconnue par sa rigorosité défensive. Aujourd'hui, elle est la deuxième défense de ce championnat-là. Qui n'a pas encore perdu le moindre match. Puisque devant cette formation, il y a la Real Sociedad qui a encaissé 5 buts, meilleure défense de cette Liga-là. Oui. Donc aujourd'hui, avec leur entraîneur Diego Simeone, c'est une formation qui n'arrive pas à pouvoir maîtriser de bout en bout ses rencontres, mais elle reste quand même souveraine. Et elle gagne des rencontres, même si c'est compliqué. La fois dernière, c'était face au FC Valence dans les ultimes minutes de la partie, à la 78e minute. C'est une formation aujourd'hui sur laquelle il va falloir compter pour l'avenir. Mais pour moi, la grosse surprise de ce début de saison reste cette formation dirigée par Manuel Alguacil, la Real Sociedad. Aujourd'hui, qui est une équipe bien structurée, bien vertébrée, avec des joueurs, Adam Januzaj, David Silva, Nacho Monreal, bien évidemment, les jeunes milieux de terrain comme Merino, sans oublier également le jeune suédois, l'attaquant Alexander Isak. C'est une équipe qui joue un jeu tourné vers l'avant, un football léché, avec de l'envie, avec de l'engagement. Dans le temps? Sur la durée, je pense qu'ils vont pouvoir s'essouffler sur la durée, parce qu'il faut avoir un deuxième partie de saison. En deuxième partie de saison. D'accord. Mais je pense, sans embâche, qu'ils ont quand même les qualités nécessaires pour espérer finir dans le top 4 de ce championnat cette année. On va prendre rendez-vous le top 4, on va enregistrer. L'émission est en train d'être enregistrée. On verra tout ça d'ici la fin de saison. Et on rappelle d'autres résultats de la 11e journée de cette Liga espagnole. 1-0 pour l'FC Séville face à Huesca, 3-1 pour le Celta Vigo devant Grenade, et puis Valladolid et puis Levante, qui font 1 but partout. Score final. Et au classement, on retrouve la Real Sociedad, 24 points leader, 23 unités pour l'Atlético de Madrid. On retrouve derrière le Villarreal, le Real Madrid et le FC Séville avec 20, 17 et 16 points. Le Barça est 7e avec 14 points. 11e, Retafe de Jenda Konam, qui a fait 1 but partout la dernière fois face à l'Athletic Bilbao. Et au classement des meilleurs buteurs, on retrouve Oyarzabal, 7 réalisations, 6 pour Moreno et puis 5 pour Joao Félix. Fini pour la Liga. Cette fois-ci, nous parlons italien. Tutto calcio Italia. Spacca la porta, segna anche il Team Cup. Alors, l'Inter Milan qui se relance 3-0 face à Sassuolo. Hélas, Vérone qui prend la mesure de l'Atalanta 2-0. Le Milan, c'est leader solide qui est toujours là, qui a battu 2-0 la formation de la Fiorentina. Et puis 4-0 du Napoli devant l'AS Roma. Alors, Fifi, aujourd'hui, après 9 journées, le Milan AC est leader avec 5 points de plus que l'Inter Milan, que le Sassuolo. Est-ce que vous êtes surprise par la position du Milan AC? Quel est votre avis là-dessus? Surprise, non. C'est quand on parle du Milan, l'Inter, Milan, il y a l'Inter, il y a Milan, il y a Juventus. Ce sont quand même les cadors
de ce championnat. Mais maintenant, on sait que Milan, depuis quelques saisons, ce n'était pas la grande forme. C'était un club plutôt qui avait du mal à jouer les premiers rôles. Mais entre-temps, ils ont décidé de revenir. Ils ont mis les moyens pour revenir. Et maintenant, retrouver le Milan cette saison à ce niveau de la compétition, à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit pour moi une surprise. Mais maintenant, c'est dans la durée qu'on verra si Milan est quand même capable de rester à ce niveau et aller jusqu'au bout, aller chercher une place en Ligue des Champions. On se rappelle que la saison dernière, par exemple, en début, même il y a 2 saisons en arrière, en début, l'Inter était devant. À un moment donné, on se disait, cette saison-là, l'Inter va... Même la Lazio Rome. La Lazio Rome va aller chercher la Juventus jusqu'au bout. Mais à un moment donné, la Juventus est revenue en tête et a pris un peu ce qui lui appartenait. Donc moi, je m'attends à ce que... J'attends plus de voir plus de ces 2 clubs-là, que ce soit Milan, que ce soit l'Inter, d'aller jusqu'au bout, d'aller titiller un peu cette équipe de la Juventus, même si pour le moment la Juventus est un peu perdue dans les... Elle est 4e. Voilà, elle est 4e. Elle ne nous a pas habitués à cette position-là. Mais attention, on ne peut pas pour le moment dire que c'est fini pour la Juventus. On connaît ce club-là qui est capable de revenir, capable d'aller chercher cette première place. Mais ce qui me fait un peu peur pour la Juventus, quand vous voyez même le jeu fourni par la Juventus, pour le moment, ce n'est pas du tout convaincant. Vous voulez parler d'une Cristiano-dépendance? Moi, j'ai l'impression un peu d'une Cristiano... Voilà, c'est ça, j'ai un peu l'impression. Puis, je ne vois pas encore une très bonne équipe, une très grande équipe. Pas encore la patte de Pirlo. Voilà, justement. Pas encore la patte de Pirlo dans cette rencontre, dans cette équipe-là. Donc, moi, j'attends un peu plus de cette équipe. Ah oui, et on parle justement de ce match entre Napoli et l'AS Roma, 4-0. Napoli qui, au passage également, belle victoire qui rend hommage à Dios. À Dios, vraiment. Ils étaient pratiquement dans un maillot argentin. Oui. Les couleurs de l'Argentine, le bleu, le blanc et puis le noir. Et ça a visiblement réussi. Oui. Ils étaient au-dessus des Romains dans ce match-là qui n'ont pas existé pratiquement. Ils ont pris le match très tôt et ils ont pu contrôler jusqu'à la fin. Le score en témoigne. Donc, je pense que c'est un bel hommage qu'ils ont rendu à celui-là qui, depuis les années 90, leur avait donné les 2 titres et 2 Scudetto. Oui. Donc, pour Napoli. Et bientôt, ce stade-là qui va d'ailleurs changer de nom. Donc, je pense que c'est une belle victoire et ça, c'est un bel hommage. Rien à dire. On va parler de la victoire également de l'Udinese face à la Lazio Rome. Cette équipe qui nous a enchanté la saison dernière. Mais elle est tout simplement, on peut dire, méconnaissable cette saison, la Lazio Rome. Ah oui, parce qu'il faut préciser que cette saison, elle est tout simplement exceptionnelle compte tenu du contexte avec la crise de coronavirus, avec ce manque de préparation là avant la saison. Les joueurs n'ont pas eu le temps nécessaire de pouvoir faire une préparation physique assez intense. Ils n'ont pas pu travailler le foncier avec les enchaînements des matchs, le calendrier tout simplement à un rythme ébouriffant avec les enchaînements de matchs 3 jours pratiquement. Donc tout cela déteint forcément sur les performances, les prestations de certains joueurs, surtout de certaines équipes qui n'ont pas une profondeur de banc assez reluisante comme la Lazio de Rome. Et tout cela peut expliquer véritablement cette méforme des hommes de Simone Inzaghi qui n'arrivent plus à se retrouver aujourd'hui avec des joueurs qui nous avaient enchantés la saison dernière, les Luis Alberto, les Thierry Immobile, et même justement, si quelquefois il marque des buts, mais il n'est plus constant. Il n'est plus constant, ça manque de constance, ça manque de consistance dans le jeu, ça manque de cohérence. Il y a une sorte de crispation également. De lassitude, de crispation. Vivement qu'il puisse trouver l'énergie nécessaire pour pouvoir rebondir, se remettre dans le centre de la masse. Sinon, ça va aller très vite et ça craint pour cette formation. En tout cas, on parle de la 9e journée, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Mais l'idéal, c'est de se réveiller tôt pour ne pas être distancé au classement. Et justement, au classement, on retrouve le Milan, c'est leader avec 3 points. 18 pour l'Inter Milan et puis Sassuolo. La Juventus a 17 unités à son compteur, tout comme le Napoli. On retrouve Torino, Genoa et Crotone au bas du classement. C'est Ibrahimovic qui est le capocannoniere de la Serie A italienne avec 10 réalisations, 8 pour Cristiano Ronaldo. Et puis 7 pour un certain Romelu Lukaku. Et désormais, nous parlons justement du foot
noir, rouge et jaune. Alles über Bundesliga. Ah oui, on parle d'abord de la défaite quand même surprise du Borussia Dortmund, Franck Lugnama. C'était pas attendu lorsqu'on sait que c'était face à Cologne, un club qui dans le championnat ne fait pas grand-chose. Donc les jaunes noirs étaient quand même favoris sur cette rencontre, mais visiblement ça n'a pas réussi. Ils ont cédé 1 but contre 2, même si ça a été très compliqué un tout petit peu dans le jeu pour Cologne, mais ils ont réussi à être réalistes à 1 but contre 2. C'est une victoire importante pour cette équipe de Cologne et le Borussia Dortmund qui n'a pas réussi à prendre des points qui lui permettaient quand même de rester collé au peloton de tête. Lorsque nous prenons également la sortie de Leipzig, cette équipe n'a pas manqué de s'imposer. La belle opération du week-end. Vraiment, face à Arminia Bielefeld, face à ce promu. Je crois que Leipzig a besoin quand même d'être dans le top 3, de se donner confiance avant le match contre de la Ligue des champions. Justement. Donc une victoire de 2-1 contre Arminia Bielefeld. Ça n'a pas été une promenade de santé quand même. Et de l'autre côté, le Bayern également qui recevait Stuttgart. Vraiment a fait le boulot, qui s'était déplacé d'ailleurs, a fait le boulot. 3 buts contre 1, un but de Kingsley Coman, un autre de Robert Lewandowski qui est toujours dans sa dynamique, et 3-1 pour le club bavarois à l'arrivée. Ensuite, Union Berlin et Francfort qui se sont séparés après une avalanche de buts, 6 au total, 3-3, et donc ça ne fait l'affaire de personne. Mönchengladbach qui a corrigé Schalke 04 4-1. Vraiment, le chemin de croix continue pour l'équipe de Gelsenkirchen. Exactement. Augsbourg et Fribourg, 1-1, et derrière le 0-0 entre le Bayer Leverkusen et Hertha Berlin, 1-1 également entre Mayence et Hoffenheim, avec un but du Togolais, vous devinez, Ilas Bebou. Voilà, ça fait bien là-bas, mais ça ne fait pas bien ici, justement. Malheureusement. Wolfsburg et ici, puis... il a récupéré. Wolfsburg et puis Werder, voilà, avalanche de buts également, 8 au total, 5-3 pour Wolfsburg. Et à l'arrivée, le compte fait 33 buts, un peu plus de 3 buts par match pour le compte de cette 9e journée. Au niveau des buteurs, naturellement, Lewandowski est en tête avec 12 réalisations, mais sans la menace du jeune Norvégien Erling Haaland qui est derrière avec 10 buts. Lucas Hilario du Bayer Leverkusen a 7 buts. 2 autres suivent avec 7 buts aussi. André Silva de Francfort et puis André Kramaric de Hoffenheim. Le classement donne ceci. Le Bayern est en tête avec 22 points, suivi de Leipzig avec 20 points. Le Bayer Leverkusen ferme le top 3 avec 19 unités. Le Borussia Dortmund, après avoir perdu, revient à la 4e position avec 18 points. Wolfsburg ferme le top 5 avec 17 points. Hoffenheim, pour le moment, est en deuxième partie du tableau, 12e position, 9 points. Au bas de tableau, on a Fribourg, 7 points, 14e. 15e Cologne, 6 points. Mayence est 16e avec 5 points. Arminia Bielefeld, pour le moment, trouve qu'un retour ici en Bundesliga est compliqué. 17e avec 4 petits points après 9 journées. Et ce qui fait encore plus mal, c'est que Schalke n'a jamais gagné. Ce n'est que des matchs nuls. Et 3 matchs nuls sur 9 journées. 18e. 3 petits points. Et on reviendra sûrement dans les prochaines semaines sur cette méforme, ou je dirais même cette difficile situation de Schalke 04, un club historique de la Bundesliga. Et puis curieusement, comment ça s'explique, au 30 octobre dernier, la valeur marchande de Haaland était de 120 millions d'euros. Et aujourd'hui, à l'heure où nous vous parlons, elle est montée à 155 millions d'euros. Ça risque de monter encore plus. Parce que le jeune... Donc, vraiment, le football aujourd'hui, c'est quand même extraordinaire. On attend de voir. On va commencer par s'entraîner. Pourquoi pas, pour devenir professionnel, même si ce n'est pas encore tard. Donc, Général Onyama, cette fois-ci, nous bouclons le tour des majeurs avec la Ligue 1. Et quel spectacle pour une dernière victoire. 100% Ligue 1, Conforama. Lacazette réussit le sien, 28e but de la saison sous les couleurs de Lyon avant de quitter le club. Lyon qui a une grosse faim et qui continue de prendre des proies sur sa voie. Lyon est en train de renaître, on peut dire. Oui, ça fait 3-0 face à Reims. Ouais. Et Toko Ekambi et puis Dembélé ont marqué. Qu'est-ce qui a changé, Fifi ?
Actuellement, Lyon est 3e de la Ligue 1. Lyon est 3e de la Ligue 1. Lyon, même, c'est un club qu'on a du mal à comprendre. Et il a ces moments de doute. Il a retrouvé ses crocs. Et puis ces moments de confiance. Il est actuellement dans un moment de confiance parce que ce sont pratiquement les mêmes joueurs qui sont là depuis le début. Ce sont ces mêmes joueurs-là qui avaient du mal à un moment donné. Mais aujourd'hui, je crois que le club est dans un bon moment, un moment de confiance et ça marche. Hein. En tout cas, qui l'aurait cru? En début de saison, on avait aligné 4 défaites, 1 nul. C'était très compliqué. On parlait même de limogeage d'un certain Rodé Garcia, mais ça va bien. Alors, on va parler du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce qui se passe face à Bordeaux? Le Paris Saint-Germain est véritablement dans le doute. Et il faut le dire parce que, moi, à mon avis, je crois qu'il y a quand même beaucoup de problèmes. Soit il y a un problème, vous savez que entre le coach et le directeur sportif, ça ne va vraiment pas. Tourelle et Leonardo. Donc, déjà, pour moi, ça agit également sur le club et sur la gestion même de l'effectif. De l'effectif. Okay. En plus, c'est pas pour trouver des excuses à ce club, mais il faut parler également des blessures. Il y a eu beaucoup de blessures. Je crois que c'est le club en Europe qui a eu plus de blessures depuis le début de la saison. Maintenant, ceux qui sont en train d'arriver, quand vous suivez un peu le match la dernière fois, vous sentez que, par exemple, Neymar, par exemple, est juste limite physiquement, ce n'est pas encore ça. Et puis, pour moi, il y a aussi un problème peut-être tactique. Et est-ce que les joueurs, dans leur tête, quand ils jouent maintenant la Ligue et le championnat, est-ce qu'ils ont véritablement encore cette envie d'aller chercher encore des titres? Moi, j'ai l'impression même qu'ils sont peut-être à un moment donné fatigués de tout ça. Toujours la même chose. Pas de gagner toujours la même chose, mais ils ne prennent plus très au sérieux le championnat. Pour moi, par exemple, face à Bordeaux la dernière fois, ils avaient l'occasion de gagner ce match-là. Oui. C'est comme si on s'amusait un peu. À un moment donné, quand ils ont voulu vers la fin, ils sont investis un peu total. Les gestes sont prévisibles. Okay. Voilà, donc... Est-ce que cette envie-là, pour le championnat est encore là, ou bien est-ce qu'ils avaient déjà en tête le match? Donc pour vous, Paris doit évoluer dans un autre championnat? Il doit évoluer dans un autre championnat. C'est beaucoup de problèmes autour. Oui, quel est le discours? Tout ça là pourquoi vous prenez par exemple un club en Allemagne comme le Bayern qui gagne chaque fois, mais sur le terrain, c'est comme s'ils n'ont jamais gagné le championnat, qu'ils vont encore aller chercher le championnat. C'est ce qu'on ne retrouve pas avec côté de Paris. Vous doitez Tourelle dans ce genre de situation? Oui, moi je dois Tourelle, peut-être sur le plan tactique, mais également le problème qu'il y a entre Tourelle et puis Leonardo. Est-ce que Tourelle aussi, elle est encore à 100% avec il semblerait qu'il est menacé de toutes les façons. Voilà, donc on va parler rapidement, 30 secondes s'il vous plaît, le temps est contre nous, allons-y rapidement. Ok, je pense que cette analyse de Fifi, elle est véritablement cohérente, puisque tout simplement quand on voit un peu les réactions derrière après la victoire face au Leipzig, la victoire qui était venue grâce à un but sur penalty. En principe, le PSG dans cette rencontre collective n'avait pas existé. Donc derrière, il y avait eu véritablement ces réactions-là de la part de ces joueurs qui critiquaient véritablement la presse par rapport à la pression que la presse était en train de mettre sur eux, alors qu'en principe, la presse est dans son rôle après tout. La presse était dans son rôle. On ne peut pas être le Paris Saint-Germain et battre Leipzig sur penalty et puis se contenter de... Et puis même dans le jeu, le Paris Saint-Germain... C'est un match de football. Moi, je m'attendais à une attitude d'une remise en cause de ces joueurs-là. C'est-à-dire à des joueurs qui devaient être médusés, décontenancés, parce que véritablement, ils n'ont pas pu régner dans cette rencontre comme cela se devait. Mais derrière, ils se contentaient de ce peu-là. Et donc, ne soyez pas surpris qu'ils tombent dans les travers quelques jours après. 30 secondes, s'il vous plaît. Si le Paris Saint-Germain est lassé par la Ligue 1, ils vont gagner quoi finalement? C'est des joueurs trop idolâtrés, trop angélisés. Ils sont dans leur tour. Je crois qu'une troisième équipe du Paris Saint-Germain pouvait battre Bordeaux, qui actuellement n'a rien. Donc je pense que les joueurs ont la tête ailleurs. Mbappé au Real, Neymar au Barça. Voilà. C'est tout. Rapidement, pour les autres résultats, Fifi. Pour les autres résultats, Saint-Etienne, après 7 défaites d'affilée, a réussi quand même un nul face au deuxième, face à Lille, un but partout. Oui. Dijon qui allait dominer Nice à domicile 3-1. Et on a déjà parlé de Monaco, Lens battu à domicile également par Angers 3-1. Montpellier également en déplacement à Bâle, Lorient 1-0. Et Brest, même chose face à Metz 2-0. On a parlé du Paris Saint-Germain. Marseille qui a dominé et Nantes
3-1 avec un but de Payet, hein, ça faisait un moment. Oui. Un but de Payet, de Benedetto et puis de Thauvin. Strasbourg, Rennes 1-1. Lens, Nantes. Il y a un petit parce que Nantes a été battu par Marseille. Ouais, Lens, 3-0. D'accord. Ouais. Et au classement, on retrouve quoi rapidement? C'est serré apparemment. C'est serré puisque là, le Paris Saint-Germain est talonné par Lille avec 2 buts et 2 points d'écart. Oui. Tout simplement, le Paris Saint-Germain a 25, Lille à 23, Lyon 3e également avec 23 points, Monaco 4e également avec 23 points. Montpellier 5e avec 23 points. Donc, de la 2e à la 5e place, les clubs ont tous 23 points. 6e, Marseille est 6e avec 21 points. En bas de classement, on retrouve Lorient 18e avec 8 points, suivi de Strasbourg 7 points, 19e. Dijon, bon dernier, avec 7 points. Au classement des buteurs, Mbappé en tête avec 9 buts, suivi de Dia de Reims avec 8 buts. Et puis, le Lillois Yilmaz à 6 buts. Voilà qui est dit. Et désormais, on ferme les majeurs. Nous parlons d'une autre compétition. L'avant-dernière journée de la Ligue des Champions, nous parlons des matchs de poule avec déjà dans le groupe A la qualification du Bayern Munich. On attend de voir qui de Lokomotiv Moscou ou de l'Atlético de Madrid va quand même accrocher le second sésame. En tout cas, il y a match parce que l'Atlético reçoit le Bayern Munich. Est-ce que le Bayern va lever le pied? On ne sait pas. On attend de voir l'Atlético à 5 points. Le Lokomotiv en a 3. Le groupe B avec Shakhtar Donetsk 4 points. Real Madrid 7. De l'autre côté, c'est Mönchengladbach qui reçoit l'Inter Milan. 8 points pour les Allemands, un petit point pour les Italiens. Dans ce match, si l'Inter ne gagne pas, adieu la Ligue des Champions. Adieu la Ligue des Champions. L'Inter n'a plus droit à l'erreur. Je crois que l'Inter a juste 2 petits points et est obligé de prendre ces 3 points pour quand même espérer. Donc l'Inter s'est fait dévancer à tous les niveaux. Vous le constatez avec moi, ils ont perdu 6 points contre le Real qui était mal en point aussi. Donc c'est un match sur lequel on ne doit pas badiner. Si les hommes de Conte veulent continuer, il faudra prendre les 3 points et espérer. C'est important. La poule C, Marseille qui a 0 unité à son compteur, c'est quand même extraordinaire. Ça fait quoi, 13 matchs d'affilée en Ligue des Champions? Record battu. Si c'est une Parisienne qui le dit, ça se comprend. Face à l'Olympiakos qui a 3 points et puis City déjà qualifié avec 12 points qui se déplace du côté du Stadio Dragao pour y défier le FC Porto. Bon, de toute façon, c'est clair, ce sera entre Porto et Manchester City. La poule D, l'Atalanta qui reçoit Midtjylland, 0 unité, 7 pour les Italiens. Liverpool et puis l'Ajax, 9 unités pour Liverpool, 7 pour l'Ajax. Liverpool n'a besoin que de matchs nuls. Mais derrière, ça va se jouer entre l'Atalanta et l'Ajax. Henri. Ce sera un beau duel entre deux clubs qui aiment le beau jeu, qui aiment un football assez élaboré. L'Ajax Amsterdam qui s'est remis en course après ses 2 victoires face à Midtjylland en aller-retour, et l'Atalanta Bergame qui a quand même, avec cette victoire face à Liverpool au niveau d'Anfield Road, s'est remis également en selle dans cette qualification pour le 2e tour. Je pense que ce sera un beau duel entre les deux, puisque Liverpool, au-delà de cette défaite-là qu'ils ont eu à concéder la fois dernière, aura quand même cette prédominance-là dans cette poule, avec cette possibilité d'aller accrocher cette première place. Pourquoi pas. Mercredi, on aura les matchs de la poule E avec Krasnodar Rennes. Rennes qui est complètement déjà largué dans ce groupe. Séville et puis Chelsea qui sont déjà qualifiés. La poule F, on aura également Dortmund qui n'aura besoin de peut-être d'un point, pourquoi pas d'une victoire face à la Lazio Rome pour composter son ticket pour la suite de la compétition. Ferencváros reçoit Barcelone. Bon, Barça et la Juventus déjà qualifiés, après rien à dire. Et puis, oui, on suivra de très près la poule H avec Istanbul Başakşehir qui reçoit Leipzig. 3 points pour les Turcs, 6 pour les Allemands. Et puis Manchester United qui a 9 points face au Paris Saint-Germain qui en a 6. Paris doit gagner pour espérer quand même continuer dans cette compétition. Paris doit gagner pour espérer continuer. C'est toute la complexité parce que le Paris a laissé passer pratiquement 2 chances d'être à l'aise aujourd'hui. Oui. Maintenant, il faut aller chercher une victoire à l'extérieur. Paris l'a déjà fait par le passé en allant battre. Elle préfère mieux jouer quand elle est dos au mur, le Paris Saint-Germain? Non, mais quand je dis pas le passé, c'était pas cette saison. C'était, je crois, la saison dernière où le Paris allait battre Manchester 2-0 avant de perdre à domicile 3-1. Là, maintenant, quand on voit
un peu la forme du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Est-ce que le Paris Saint-Germain est capable d'aller battre Manchester à domicile? Surtout que Cavani se réveille. Il se réveille avec le match face à Southampton la dernière fois, même si Manchester a été mené dans le jeu avant de revenir. Moi, je pense que quand on voit aujourd'hui la forme et le mental de cette équipe du Paris Saint-Germain, je ne vois pas cette équipe aller battre Manchester United. Puisque Manchester aujourd'hui a besoin soit d'un nul ou soit d'une victoire pour se mettre à l'abri avant de se déplacer en Allemagne. Donc Manchester, pour ce match-là, va vouloir se rassurer, va vouloir faire le break et être à l'aise avant d'être déjà qualifié avant d'aller à l'Allemagne, ce qui annonce un match très très difficile pour moi, pour les Parisiens. En tout cas, assure du côté d'Old Trafford ce mercredi et surtout avec justement la collaboration, le partenariat de Canal+, vous verrez tous ces matchs et vous allez le suivre également, pourquoi pas, sur nos antennes. Et cette fois-ci, on va essayer de débattre d'un sujet aussi intéressant. On en parle derrière ceci. Le débat des spécialistes. Les grands joueurs automatiquement ne deviennent pas des grands joueurs. Il y a le cas Maradona. Un certain Mancini, il dit Balotelli court, il marche. Des anciens joueurs qui deviennent pour la plupart des grands entraîneurs. La preuve avec Zinedine Zidane, ce qui veut dire qu'ils ont forcément une autre façon de penser le football aujourd'hui. On n'est pas forcément obligé d'être un grand joueur pour être un grand entraîneur, ce que Mourinho a réussi. Mais c'est le côté spirituel, magie, tout ça là. C'est vrai, nous sommes en Afrique, on va me dire que tout peut se passer, mais à 99%, vous gagnez le match sur le terrain. Et l'autre là, on va dire que c'est une chance qui vous a souri. Le débat des spécialistes. Nous parlons du trophée The Best FIFA. La grande cérémonie aura lieu le 17 décembre prochain. On a fouillé justement dans les archives de cette distinction. On a retrouvé un certain George Weah, c'était en 95, qui a reçu ce trophée. Il est le seul Africain jusqu'alors pour avoir été distingué. Franck Lunyama, d'abord, le trophée de 91 à 2009 était nommé joueur mondial de la FIFA. 2010-2015, c'était FIFA Ballon d'Or. Aujourd'hui, c'est The Best, joueur de la FIFA. Comment est-ce que vous comprenez que jusqu'à présent, après Eto'o, Drogba, Adebayor, Seydou Keita, Yaya Touré, et j'en passe, qu'il n'y ait toujours pas de joueur africain capable de succéder à un certain George Weah? D'abord, c'est le lieu de féliciter encore une fois George Opongo Weah, devenu aujourd'hui président de la République du Nigeria, parce qu'à l'époque, il y a du Libéria, il y a 25 ans, je pense qu'il était, on va dire, il marchait sur l'eau. Il n'y avait pas de joueur à son niveau, il se donnait, il est attaquant, il défend, il faisait tout. Donc, depuis, je crois qu'il y a de super joueurs, de superstars qui sont nés, à l'image de Ronaldinho, à l'image de Cristiano, à l'image de Neymar, à l'image de Messi. Et au-delà, des Africains comme Yaya Touré sont venus après, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Samuel Eto'o, vous les avez cités. Maintenant, le problème au niveau de ces Africains, c'est qu'ils ne sont pas constants dans les performances. Ils font, on va dire, quelque chose de super cette saison, après ils disparaissent. En deuxième position, il y a la communication qui manque autour de ces joueurs. Ils ne font pas de lobbying. Ils sont présents sur le terrain, mais dans la communication, dans le lobbying, ils disparaissent. Et puis après, au niveau des votes, il y a ce qu'on appelle les votes par affinité qui sont, on va dire, souvent mis sur la table. Les gens ne votent pas forcément par rapport à la performance du joueur en question. Par exemple, lorsque vous prenez Mané, qui entre-temps a été super à tous les niveaux, mais rares sont ceux qui sont en Afrique qui ont voté pour Mané. Tout le monde a plébiscité Messi. Donc, il y a cette aura-là qui manque souvent à ces joueurs africains pour percer, pour faire la différence au niveau de ces votes-là. Donc, il y a la communication qui les manque, il y a le lobbying qu'ils ne font pas, il y a cette aura qu'ils n'ont pas forcément. Et puis, de l'autre côté, l'entourage de ces joueurs-là ne travaillent pas forcément pour ces joueurs-là. Et puis, c'est des joueurs qui souvent oublient ce côté-là. Pour eux, ce n'est pas important. Alors que lorsque vous prenez Messi, lorsque vous prenez Cristiano Ronaldo, même une simple photo publiée aujourd'hui par Cristiano Ronaldo va faire le tour du monde et sera commentée à tous les niveaux. Donc, ce qui manque un peu aux joueurs africains, donc il faut qu'ils travaillent là-dessus. Alors, au-delà de ce que Franck Lunyama a relaté et Henri Akodo, vous pensez que les joueurs africains n'ont pas suffisamment de talent pour être constants chaque année? C'est quoi votre constat selon vous?
Le talent brut y est. Le talent brut, les joueurs africains l'ont. Mais il y a cet aspect-là qui est très important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le football moderne, il repose sur certaines valeurs cartésiennes. Au-delà du talent brut, il faut être capable de pouvoir s'enquérir des données tactiques également pour pouvoir résister sur le long terme. Malheureusement, aujourd'hui, est-ce qu'il y a assez de centres de formation en Afrique qui peut véritablement concurrencer les centres de formation en Europe? Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi par exemple, Drogba et Eto'o, qui ont été des artisans, grands artisans dans leur club, gagné la Ligue européenne des champions, qui ont été meilleurs buteurs dans leur championnat, partout où ils sont passés, n'ont pas pu quand même gagner ce trophée-là? C'est le second volet de mon analyse. Il y a une certaine dépréciation de la valeur de ces joueurs africains, de ces talents africains. Vous avez parlé tout à l'heure de Didier Drogba. Il reste aujourd'hui l'un des meilleurs buteurs de la première ligue avec 104 réalisations. Samuel Eto'o, il a remporté des trophées exceptionnels, 3 Champions League remportés. Le Togolais Adebayor est passé par Arsenal, à City, et Tottenham a fait également de grandes choses avec le Real Madrid. Exactement. Nous avons connu également Didier Okocha qui, à un moment donné, a essayé de pouvoir imprimer sa marque de par son aisance technique, sa justesse technique au niveau du football moderne. Mais derrière, il y a une sorte de dépréciation, il y a une sorte de prédominance, c'est-à-dire que naturelle, de ces joueurs occidentaux, européens et sud-américains sur les joueurs africains. Ce sont des clichés, les préjugés sur lesquels il faut véritablement... Vous doigtez du doigt également les journalistes aussi qui votent aussi dans ce genre de récompenses. On parlait tout à l'heure de ces votes par affinité. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas travaillé assez au niveau de la communication, ne serez pas surpris qu'au niveau de ces votes-là, les journalistes puissent facilement voter des joueurs d'origine sud-américaine ou d'origine européenne. Donc, tous ces aspects-là ne contribuent pas à ce que les internationaux africains puissent composter, puissent décrocher ce Graal final là, qu'est le meilleur joueur FIFA de l'année. On rappelle en 95 qu'avec George Weah, il était au Milan, au Paris Saint-Germain. Après, il est parti au Milan aussi. Il a fait une saison extraordinaire. Il a fini même meilleur buteur de la Ligue européenne des champions. Dans ce classement en 95, il y avait derrière lui Paolo Maldini du même club et puis Jürgen Klinsmann qui était à Tottenham. Vous aussi, est-ce que vous remarquez que depuis là, on a du mal à vraiment trouver des joueurs africains? Oui, c'est clair. Le constat est là, puisque depuis, à part Georges Weah, personne... Ne travaille-t-il pas assez? Moi, je pense aussi qu'il y a ce volet aussi, au-delà de tout. Est-ce que les journalistes africains doivent voter également par affinité? Quand on présente une saison et Cristiano Ronaldo est un joueur africain, quand Cristiano Ronaldo a été flamboyant toute la saison et qui a été meilleur, on ne sera pas obligé de voter pour l'Africain parce qu'on est Africain. Pour être objectif, ce sont depuis que les deux là sont arrivés, c'est compliqué même pour les Africains, même s'ils sont très bons, d'arriver à leur niveau. Ce qui fait que chaque année, et pour être objectif, il faut voter pour ces deux-là. Maintenant, c'est vrai que le cas Mané de la saison dernière, de l'année, je crois l'année dernière ou bien d'avant, a été un peu critiqué parce que Mané, vu sa saison, méritait peut-être de gagner quelque chose, mais ça n'a pas été le cas. Moi, j'aimerais dire c'est peut-être la seule surprise, sinon tout au long, ceux qui venaient étaient supérieurs aux Africains. Pour être objectif, pour être honnête, étaient supérieurs aux Africains, surtout avec l'arrivée des deux, CR7 et puis Messi, et qui raflaient tout sur leur passage. Et moi, je crois que nous devons continuer par travailler. Et Franck a dit quelque chose de très, très important. Et nous ne sommes pas constants. Quand vous prenez ces joueurs-là, c'est vrai qu'au temps de Eto'o et de Drogba, il y a eu une certaine constance sur 3 ou 4 saisons, mais comme je l'ai dit en face, il y avait des plus lourds. Il faut que les Africains travaillent. Le haut niveau, selon vous, est tellement si difficile? Le haut niveau est difficile, ce n'est pas facile de s'y maintenir. Maintenant, il faut aussi le travail parce que j'ai l'impression que les Africains se contentent du peu. Quand un Africain quitte l'Afrique, arrive en Europe, il est très bon, il commence une saison, il gagne, on dit 400 000 €
par an. Et deuxième saison, il va peut-être à 500, 600 000 euros par an. Et vous voyez que ça commence pas à le suffire et puis ça commence pas à descendre. Alors qu'au même moment, ceux que vous avez en France, eux, ils s'en foutent de l'argent. Eux, ce sont les records qu'ils doivent battre et ils continuent pas. Et aujourd'hui, les Cristiano Ronaldo ont de l'argent. Ils vont manger jusqu'à mourir. Leurs enfants vont manger. Peut-être leurs petits-enfants aussi vont manger. Mais les gars, ils continuent pas à travailler. Pas maintenant pour de l'argent, mais pour les records, pour continuer à rester au haut niveau. Mais en Afrique, on ne trouve pas des joueurs comme ça. Ce n'est plus ça. Donc moi, je pense qu'au-delà de tout, il faut beaucoup de travail. Il faut beaucoup de changement de mentalité au niveau des Africains aussi, parce que nous aussi, nous avons les talents. Et puis, les deux ont soulevé un problème important, c'est la communication également. En Afrique, l'image, les joueurs eux-mêmes ne se font pas des images. Aujourd'hui, moi, je le dis toujours, quand nous prenons un joueur comme Jane Dakonam, quand on fait l'équipe type en Afrique, on ne le met pas dedans. Ça fait 2 saisons, 3 saisons, même au niveau de la CAF. Ce n'est pas possible. Quand on me met, par exemple, Bailly à la place, Bailly qui durant toute une saison était absent avec Manchester United, vous allez voir, on va mettre Bailly, on ne va pas le mettre malgré sa saison. Parce qu'il y a un problème de communication aussi. On ne veut pas mettre les moyens pour avoir une très bonne communication autour, pour pouvoir être visible. Et on n'y pense pas souvent, ou bien on pense que c'est de l'argent jeté par les fenêtres aussi, peut-être. Mais il y a tout cela pour moi qui joue beaucoup. Un gros travail à faire sur le terrain pour voir justement les joueurs africains être auréolés partout dans les différentes distinctions mondiales. Merci à toutes et à tous. On va justement prendre le téléphone avec nos auditeurs. On va leur donner 5 à 7 minutes, histoire de pouvoir les écouter sur leurs différents choix. On est dans la libre antenne. Bonjour auditeurs. Ouais, bonjour monsieur Angers. Oui, Padé-nous Padé. Nous vous écoutons. Comment ça va? Non, ça va. Avec la défaite d'hier, mais la voiture. Beaucoup de courage. Ah ok, merci beaucoup. Pour ajouter à ce que le débat du jour, oui. Souvent, nombreux Africains jouent pour avoir le salaire. Ça suffit? Oui. Wow. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et comme l'a dit notre dame Fifi, oui. Comment ne pas avoir Jane Dakonam dans les 11 africains? Vous ne comprenez pas? On ne comprend pas. L'Africain n'aime pas l'Africain, c'est tout. C'est vrai. C'est difficile de faire le ballon d'or. Ah oui. Pourquoi pas? Allez. À très bientôt. En tout cas, il y a un autre, avant de retrouver l'auditeur, il y a l'internaute qui réagit, Yves Roland Agaï, qui dit que les Africains doivent faire 5 fois plus ce que fait Messi et Cristiano Ronaldo pour voir cette distinction. Et puis quelqu'un d'autre Samuel Afano, qui demande, oui, Mané est dans la liste de cette année. Mané et Salah sont dans la liste du prix The Best FIFA. Bonjour auditeur. Oui, bonjour monsieur Angelo. Oui, parlez un peu plus fort s'il vous plaît. C'est l'abbé. L'abbé, oui, le citoyen, comment ça va? Oui, je me porte à mêler. Nous écoutons l'abbé. J'ai été surpris une fois encore avec Zidane. D'accord. La dernière fois, il sait bien que le côté gauche dans la veste est le point fort. Et il met un basket. Et pourtant, Mitao revient de blessure. Oui. Et Basket a joué plus de 6 matchs du Real consécutivement. Le gars, il est fatigué. De sur quoi? Il met encore un Varane sur son mauvais côté. Quand Ramos n'est pas là, c'est le problème de Zidane. Quand Ramos n'est pas là, Varane prend un autre. Et ça, il n'arrive pas à bien jouer. Mais quand Zidane n'a pas les joueurs qu'il faut, il doit essayer de bricoler, n'est-ce pas? C'est aussi ça le rôle de l'entraîneur. Le gars ne va pas refuser du recrutement. Il a les meilleurs à son poste. Donc, on doit l'exiger. Mais moi, je ne sais même pas pourquoi Pérez ne veut pas le virer. Oh là là. Vous pensez qu'il doit partir selon vous? Si vous étiez là, il devait partir, c'est ça? Non, il doit partir. Il doit partir. Le gars fait de n'importe quoi. Il doit partir. D'accord. Merci l'abbé. Belle journée à vous. On va prendre un autre auditeur qui nous rejoint dans PFE. Bonjour. Vous êtes là, auditeur en ligne? Non. Oui, il est là cette fois-ci. Pélagine fait signe. Bonjour auditeur. Bonjour. Oui, Gérardson. Non, One Love le Barcelone. Pardon? One Love le Barcelone. Ah oui, One Love. Comment vous allez? Je vais très bien. Par le but de Maxi hier là. Ah ben ok, d'accord, super. Et qui a célébré à mort de... Comment l'appelle-t-on, voilà. Maradona. Voilà, justement. Ouais. Hier, on était dans la salle de vidéo là. Oui. Les gens disaient que quand Messi a marqué, il a enlevé son maillot. Il n'a pas droit à prendre le carton jaune. Et je leur disais non,
ça, forcément, il doit l'avoir, quoi. C'est le règlement. Ah oui, mais c'est le règlement. Et même le Barça va payer une amende de 3 000 €. Vous voyez, parce que le maillot que Messi a porté faisait une publicité qui n'était pas du tout bien. Vous voyez, voilà. Je le disais que forcément, ça c'est le règlement. Voilà. Forcément, il doit avoir un carton jaune, quoi. Même si on s'appelle Messi. Merci. Donc, c'est ça qui m'a... Merci beaucoup, One Love. Ouais. Merci beaucoup. Allez, bonne journée et bon début de semaine à vous. Merci, bonne santé, à très bientôt. On va prendre un autre derrière One Love. Bonjour. Bonjour. Oui. Bonjour. Bonjour. Je salue vous, premièrement. C'est Épervier? Oui, c'est Épervier. Oui, comment ça va? Ah, ça va très bien. Le soleil, il est beau, tu dois être dans le ciel. Hein? Très bien, très bien. Je nous vous écoutons. salue à côté. D'accord. Mon ami à côté. Oui, Franck. Et Fifi à côté. Oui, et Henri aussi. Mais je voulais réagir par rapport à Zidane. Oui. Celui qui travaillait, il a fait un espoir incroyable. Aujourd'hui, on va dire qu'on n'a qu'à lui renvoyer. Pourquoi? La Chine, on a trouvé comme ça, on a trouvé un génie. Non. C'est pas encore arrivé là-bas. Il faut être patient, c'est ça? Oui, il faut être patient. On est dans les allées. Oui. C'est pas des retours. Tout, n'importe qui, on peut lui gagner. C'est celui qui dit qu'on n'a qu'à lui renvoyer, il n'est pas un fan. C'est son choix. Real. C'est son avis. Hein. Épervier de Kégué, à très bientôt. Merci beaucoup d'être intervenu dans l'émission. On va prendre les derniers. Auditeur, bonjour. 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 Vous êtes là? Bonjour. Élevez la voix, s'il vous plaît. D'accord, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. D'accord, c'est Monsieur Kofi. Monsieur Kofi. Kwesi, oui, allez-y, nous écoutons. D'accord. D'abord, c'est pour vous encourager. Merci. Parce que ce n'est pas un travail facile. J'aimerais intervenir par rapport à 2 points. Oui, allez-y. Je pense qu'actuellement, si les grands clubs n'arrivent pas à faire de bons résultats, je pense que, personnellement, je pense que c'est aussi dû au fait qu'il y a d'attente du public. Oui. C'est là qu'on doit comprendre maintenant que le public aussi a un grand rôle dans le football. Ah oui, d'accord. Voilà, parce que maintenant, sans le public, les deux équipes ont pratiquement les mêmes chances. Tout à fait. Donc, sur laquelle les petites équipes arrivent à rivaliser avec les grands. Par rapport au Paris Saint-Germain, oui, le dernier point, oui, allez-y. Je pense que Neymar et Mbappé ne sont plus mon public. Ah, d'accord. Ils ont la tête ailleurs? Et voilà, ils ont Vous êtes parisien? Oui, je suis parisien. Ah, d'accord. Donc, il faudrait qu'on puisse rapidement leur chercher un club et puis penser à l'avenir du club. Pourquoi pas? Normalement, un joueur ne doit pas dépasser l'entité club. Tout à fait. Merci beaucoup, mon cher Kwesi, d'être intervenu dans l'émission. Merci et de votre fidélité d'écoute. À très bientôt. On va faire le tour de table rapidement pour boucler cette émission. Le top et le flop. Vous avez quelque chose de retenu dans la tête? Henri Ankodo pour ce week-end? Pour ce week-end, je retiens la deuxième entrée de Youssoufa Moukoko, la jeune de Dortmund, même s'il n'a pas marqué. Il a apporté quelque chose dans le jeu de Dortmund. D'accord. Fifi? Cavani? Ah oui. Cavani, ça ne nous étonne pas. Parce que c'est un ancien du Paris qui est maintenant à Manchester United de mon second club. Donc, il reste un grand. N'est-ce pas? Franck Lougnama. Le top Cavani, le flop pour moi, c'est le Paris Saint-Germain. Ah oui, voilà, Cavani, Paris Saint-Germain. Je t'aime moi non plus. De toute façon, ils vont se retrouver cette semaine. Merci Fifi d'être passé nous voir. Merci à toi également. Henri Ankodo, mille merci. C'est moi. Franck Lougnama. Ça a été un plaisir. Merci infiniment. Merci également à Elom Adovom et à Pélagie Mekoum. Un grand bonjour à Félix Ouala. Ah oui, on lui dit un bonjour. Papa Arsenal, Benmano Sokwe, Dagan de Madrid, tous ceux qui sont sur la plateforme PFE et tous ceux qui nous ont écoutés de par le monde via le Facebook Live et l'application justement de la radio. On se donne rendez-vous lundi, même heure, même chaîne, avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. On se protège en protégeant les autres. Paix, lumière, amour sur chacun d'entre nous. Ciao, ciao.